Social Calling, Marguerite Stern, épisode 17, deuxième partie. Pour elle, s'engager, c'est oser crier, prendre sa place et reconquérir l'espace public, en tant que femme. Vous allez écouter une histoire de collage, de féminicide et d'épuisement des mots. Une histoire de social calling. Voilà, Femen, c'est la part la plus importante de moi. C'est des années qui m'ont révélée à moi-même. Ça a été l'école de ma vie. C'est bizarre en fait de devoir le cacher. Du coup, ça a créé une sorte de dissociation qui en fait est épuisante et très fatigante, puisque je me suis rendu compte au bout de ces 3 ans que c'était un peu comme si je vivais en dehors de moi-même, quoi. Voici la seconde partie du récit de Marguerite Stern. Son histoire est tellement dense que j'ai décidé de lui consacrer 2 épisodes. Dans la première partie, cette Française de 29 ans racontait la naissance de sa révolte contre le harcèlement de rue. Marguerite se rend justice elle-même. Elle tape des scandales. Et quand les hommes lui crachent dessus, elle leur crache dessus en retour. Sa colère et son indignation l'ont menée à gagner les rangs de l'organisation Femen. Mais après 3 années d'activisme intense, entre 2012 et 2015, Marguerite en a marre. Marre des gardes à vue, marre des procès, marre de la vie en squat, et de ce sentiment d'insécurité qui lui colle à la peau. Marguerite est fatiguée. Elle aspire à un soupçon de normalité, mais quand on a été fémène un jour, est-ce vraiment possible de reprendre le cours de sa vie comme si rien ne s'était passé ? J'ai quitté Paris pour des raisons financières, parce que c'était pas possible pour moi de trouver un logement à Paris, ailleurs que dans un squat. Donc je me suis dit que j'allais prendre un appart dans une ville ailleurs en France, Marseille. Parce qu'il y avait la mer, quoi. Et donc, la première année, on a tiré une balle dans ma fenêtre parce que je répondais au harcèlement de rue et probablement parce que pour Femen, ça s'était su. La deuxième année, j'ai dû quitter mon travail après avoir été harcelée pendant plusieurs mois par des collègues de travail. Je travaillais avec des mineurs isolés étrangers, ça se passait hyper bien. Je voulais passer une validation des acquis de l'expérience pour devenir éducatrice spécialisée. Donc j'ai dû quitter ce travail que j'adorais. J'ai retrouvé un travail de surveillante dans les quartiers nord, dans 2 collèges différents. J'ai dû quitter ce travail aussi puisque à l'époque j'ai fait un collage à Marseille qui était Aya Nakamura présidente. J'ai tweeté ce collage et en fait les petits du collège l'ont vu, ont eu accès à 3 ans d'activisme féminin en ligne et donc impossible pour moi de retourner dans les quartiers nord. Parce que c'était risqué, parce que j'ai reçu pas mal de menaces et parce que c'est des endroits où les enfants vont à l'école avec des couteaux dans leur cartable. Et du coup, je me dis un peu maintenant que ça va être de plus en plus compliqué pour moi d'avoir un travail normal, même si j'adorerais en fait travailler avec des ados. Donc si je comprends bien, quand on a un engagement comme celui qui a été le tien pendant des années, c'est difficile de se désengager. Qu'est-ce que ça a impliqué, ou qu'est-ce que ça implique encore comme sacrifice pour toi dans ta vie professionnelle, on l'a bien compris là, mais aussi dans ta vie personnelle? Ça a changé mon rapport au monde, en fait. Quand je suis rentrée dans Femen, je me suis pris le patriarcat de plein fouet. C'est-à-dire que tous les petits détails avant qui m'apparaissaient pas, des mots, des gestes, des postures, parfois, maintenant je les vois partout, tout le temps, y compris dans ma vie intime, oui. Donc dans ma vie amoureuse, dans ma vie amicale. Et du coup, ça crée un rapport à l'autre qui est plus compliqué qu'avant, plus complexe, parce qu'on analyse tout, et c'est très fatigant. Mais en même temps, je sais que je suis dans une forme de vérité qui est plus grande qu'avant. Donc je préfère la vérité, quitte à souffrir un peu plus, plutôt qu'au bonheur aveugle. Mais voilà, le plus grand sacrifice, c'est celui-là. C'est que oui, avoir une vie amoureuse, c'est pas évident. Avoir une vie amicale, non plus. Parce que moi, tout le temps, quand j'arrive dans une soirée et qu'il y a plein de gens que je connais pas, tout ça, il y a très souvent le truc de Femen qui arrive sur la table, soit parce que d'autres personnes que moi l'amènent, soit parce que moi je l'amène au bout d'un moment, puisque de toute façon c'est la composante la plus essentielle de ce que je suis. Donc si je veux être dans un rapport honnête, au bout d'un moment parfois j'en parle, et les gens ont soit une aversion, un rejet très fort, soit une espèce de fascination très bizarre face à laquelle je sais pas très bien comment me positionner, et du coup ça crée une distance avec les gens.
Ça, pourtant, tu as essayé de le cacher, cet engagement Femen pendant 2 ans, où tu étais à Marseille. Comment tu l'as vécu ? Ça m'a coûté une sorte de dissociation, en fait. Je crois que j'ai vécu pendant 3 ans dissociée. Comme j'ai voulu m'intégrer à Marseille, avoir une vie normale, comme tout le monde, parce qu'au bout d'un moment, on souffre d'être cette espèce d'extraterrestre que les gens voient. On est toujours perçu comme spécial, bizarre. Au bout d'un moment, c'est un peu fatigant, quoi. Du coup, j'ai essayé beaucoup de cacher ça, mais c'est très douloureux, en fait, de cacher qui on est, puisque... Voilà, Femen, c'est la part la plus importante de moi. C'est des années qui m'ont révélée à moi-même. Ça a été l'école de ma vie. C'est bizarre, en fait, de devoir le cacher. Du coup, ça a créé une sorte de dissociation qui, en fait, est épuisante et très fatigante, puisque je me suis rendu compte, au bout de ces 3 ans, que c'était un peu comme si je vivais en dehors de moi-même, quoi. Et ça a été douloureux. Et donc, du coup, j'ai décidé d'y revenir au militantisme. Alors, j'ai pas pu m'en empêcher, quoi. Dès que je suis arrivée à Paris, 1 mois après, bim, c'était reparti. Je suis en permanence en train d'osciller entre ces 2 trucs, ces 2 choix, quoi. Le militantisme fait souffrir puisqu'il coûte en énergie. Mais en même temps, ne pas le faire, ça l'est aussi. Donc, voilà. Après notre discussion, je me suis vachement demandé comment est-ce qu'on vit le fait d'être quelque part mal aimé quand on a l'impression de faire quelque chose de juste. C'est quelque chose que Femen m'a appris aussi, à pas forcément à cesser de chercher en fait l'amour de l'autre et l'approbation des gens, mais plutôt à chercher l'utilité dans le débat, et elle me satisfait beaucoup plus en fait. Moi, je suis très contente de susciter l'animosité des islamistes et des personnes d'extrême droite. Ça me va très bien. Ça veut dire que je suis dans le juste et je veux pas l'amour de ces personnes. Donc, ça me va très bien. Ce qui est le plus difficile, c'est quand cette animosité vient de son propre camp. Il y a des divisions au sein du féminisme. Ces attaques-là, qui parfois peuvent être violentes, et je le regrette, ça, par contre, c'est très difficile à vivre. Donc en t'écoutant, j'ai bien compris que Femen un jour signifie Femen toujours. Je comprends aussi que t'as pas eu d'autre choix que de revenir au militantisme. Comment est-ce que tu y es revenue ? À Marseille, j'avais commencé à aller coller des messages féministes, donc avec cette technique très simple de une lettre dessinée au noir sur une feuille A4, et en assemblant ces feuilles A4, ça forme des phrases. J'ai commencé à développer cette technique à Marseille parce que j'avais une amie qui allait coller des portraits de Simone de Beauvoir sur les murs de la ville. Je trouvais que ça avait du sens, et puis j'ai commencé à aller avec elle, et puis après j'ai commencé à faire moi mes propres trucs en écoutant Aya Nakamura dans mon casque sur le chemin, et voilà, c'était une pratique solitaire. Sur le moment, aucune de mes amies n'a voulu venir avec moi. Il n'y avait pas eu de mouvement à ce moment-là, quoi. C'était quoi ton premier collage ? C'est quoi le message de ton premier collage ? Mon premier collage, c'était: depuis que j'ai 13 ans, des hommes commentent mon apparence physique dans la rue. Et j'en ai fait d'autres comme ça. J'en ai fait un aussi que j'aimais bien, parce que je le trouve juste. C'est à l'école de la République, on m'a appris que le masculin l'emportait sur le féminin. Et donc j'ai commencé à coller ces messages féministes dans Marseille. Et après, j'ai commencé à coller sur la question des féminicides plus précisément. Et je me disais, j'ai pas envie de prendre une amende, mais par contre, en fait, si un jour on met une amende parce que j'ai collé le nom d'une femme qui a été assassinée par son conjoint ou ex sur un mur, c'est pas grave, cette amende. La vie de cette femme vaut beaucoup plus. Et donc, j'ai commencé à coller les noms de ces femmes. La première, ça a été Julie Dwib, qui avait déposé 5 plaintes avant d'être assassinée par son ex. Il y a Razia aussi, dont je me souviens, qui avait déposé 7 plaintes, qui avait déménagé 3 fois en changeant de ville, qui a été assassinée sur un trottoir. Elle avait des enfants, Razia. J'ai collé pour la mémoire de Martine aussi, qui a été assassinée avec 40 coups de couteau. Le jour où j'ai fait ce collage, il y a un monsieur qui est passé dans la rue et qui m'a dit « Elle a dû bien le chercher, Martine ». Voilà, donc j'ai commencé à faire ces collages et à observer aussi les réactions des gens qui parfois étaient très pour. Et certains, en fait, des réactions parfois de certains hommes qui me scotchaient. Moi, je croyais que les féminicides, on était sur un sujet qui faisait quand même plutôt consensus. On parle du droit de vie, donc c'est les droits humains de base. Et pourtant, il y a quand même des hommes qui considèrent encore que c'est normal de frapper sa femme si elle l'a bien cherché, et que ça se résulte ou non par une mort, finalement, peu importe.
J'habite dans un grand squat d'artistes qui s'appelle le Jardin d'Enfer. Et du coup, j'avais beaucoup d'espace et j'ai invité des femmes à venir faire ça avec moi. Je pensais qu'on serait une quinzaine et qu'on ferait ça sur 2 jours et ça aurait déjà été trop cool. Et en fait, le premier soir, on était une quarantaine. Et du coup, pendant 1 mois, j'ai accueilli plein de femmes comme ça chez moi. Je pense que sur 1 mois, il y a au moins 200 femmes qui sont passées par le QG. Et avec un mot d'ordre, inonder Paris. J'ai le sentiment qu'il y a cette volonté, en tout cas, d'être dans la transmission d'un héritage militantiste féministe. Ouais, beaucoup. Moi, je considère que j'ai beaucoup que Ina, donc Ina Shevchenko, qui est la leaduse, on peut dire quoi, du mouvement féminin, m'a beaucoup donné, m'a beaucoup appris. D'autres filles du mouvement m'ont aussi beaucoup donné, beaucoup appris, mais Ina avait cette grande expérience déjà derrière elle, et elle m'a beaucoup transmis. Et en lançant ce mouvement de collage contre les féminicides, je me le suis pas dit tout de suite, tu vois, mais je crois que j'ai un peu reproduit ce qui s'est passé dans Femen et ce qu'Ina a fait pour nous. J'ai un peu reproduit ça pour les autres filles. Je leur ai donné pendant 1 mois tout ce que je pouvais. Je leur ai transmis tout ce que je savais. À la fois idéologiquement et à la fois de façon très pragmatique de comment est-ce qu'on... Enfin, il y a plein de façons de mener une lutte, mais moi, je connais un truc qui fonctionne, c'est s'approprier l'espace public et le faire de cette façon-là, en utilisant le visuel, en créant des images, puisque dans Femen, on se disait tout le temps qu'on était des créatrices d'images. Et voilà, il y a plein de trucs que j'ai appris dans Femen, que j'ai reproduit en fait dans ce mouvement des collages, quoi, inconsciemment, avec cette volonté, oui, de transmettre beaucoup à ces meufs qui, pour beaucoup d'entre elles, c'était la première fois qu'elles militaient. Donc j'avais aussi envie que leur expérience soit riche, que leur expérience soit belle, que leur expérience soit autant pleine de sens que moi, mes premières expériences militantes dans Femen l'ont été, pour leur transmettre aussi cette envie de se battre et ne pas lâcher le truc, et cette énergie, quoi. Et le mouvement de collage s'organise désormais sans moi, et c'est elles qui à leur tour transmettent à des nouvelles filles qui arrivent tous les jours. Et ça a beaucoup de sens pour moi que les choses se fassent comme ça, parce qu'en tant que femme, on est beaucoup élevées à être dans la compétition en permanence, à se juger les unes les autres, se regarder les unes les autres, et très peu à s'entraider. Et c'est un des enjeux très forts du féminisme, la sororité. Alors c'est bien quand on en parle, mais c'est encore mieux quand on l'expérimente et quand on l'applique réellement. Voilà. Comment est-ce que tu as vécu ce retour au militantisme et comment se sont déroulés ces derniers mois pour toi ? Alors ces derniers mois, je me suis reposée parce que donc ce mois de collage intense, j'ai donné tout ce que j'avais. Je l'ai fait jusqu'au bout de ce que je pouvais. Ça consistait en quoi exactement ? Répondre à énormément de messages. Les messages des femmes qui avaient envie de s'impliquer, les messages des familles de victimes qui demandaient de coller les noms de leurs tantes, de leurs sœurs, de leurs mères, les sollicitations des médias, donc cette partie-là, réseaux sociaux, puis peindre tous les après-midi avec ces filles qui... il y avait des nouvelles filles qui arrivaient tous les jours, donc moi, tous les jours, j'ai dû répéter ce speech, sur qu'est-ce qu'on fait ici, comment est-ce qu'on le fait, parce que c'était important pour moi qu'il y ait un cadre assez strict aussi, parce qu'on est sur un sujet grave. On n'est pas là pour rigoler, on n'est pas une bande de copines, ce qu'on fait c'est sérieux en fait. Et pour que ça ait une efficacité, il faut qu'on le fasse sérieusement. Donc voilà. Et le soir, sortir coller. Et voilà, c'était des journées à 15 heures de travail. Ce qui m'a beaucoup fatiguée, c'est le fait d'être au bout de la 2e semaine submergée par l'émotion, après avoir lu, peint et collé les noms de toutes ces femmes, donc chacune a assassiné de façon... Voilà, on peignait les détails aussi, quoi, pour que les gens se rendent compte. Donc ça donne des messages comme Céline, défenestrée, des femmes qui ont été assassinées devant leurs enfants, des femmes qui étaient enceintes, brûlées vives, tuées à coups de couteau, puis de marteau, puis de hache, des assassinats sordides. Ça a été très éprouvant mentalement quand on prend le temps de les peindre, leurs histoires, elles rentrent en soi finalement, donc c'est... Voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis sentie comme anesthésiée, c'est-à-dire que je les voyais plus, en fait.
les noms de ces femmes. Enfin, j'ai avancé comme une machine et j'ai l'impression que mon corps ça a été une barrière un peu que mon cerveau a mise comme une barrière de protection. Parce que quand on parle que de ça tous les jours, enfin, c'est sordide, quoi. C'est horrible. Enfin, c'est le pire sujet, quoi, du féminisme. C'est des femmes qui meurent, quoi. Et donc, ça a été très fatigant aussi de continuer malgré l'émotion, en fait. De continuer au bout d'un moment, parce que je savais que c'était juste ce qu'on était en train de faire. Je savais que c'était bien, qu'on était probablement nous du bon côté de l'histoire et Marlène Schiappa un peu moins. Et qu'il fallait qu'on continue à faire ça parce que ça avait un impact dans la rue, parce que ça permettait que les gens en parlent, parce que ça permettait de rendre les noms de ces femmes visibles. Ça permettait aussi de donner du courage à d'autres qui sont toujours victimes de violences conjugales et qui, quand elles sortent dans la rue, voient ces messages et nous envoient à leur tour un message sur les réseaux sociaux pour nous dire que ça les a aidés à aller mieux. Donc je savais qu'il fallait continuer, mais c'était fatigant. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là que tu avais perdu le fil de ta rage intérieure et que tu n'allais plus être capable de continuer le combat ? Bah oui et non. Parce que sur des moments émotionnels comme ça, je me dis des fois oui, je suis pas capable. L'image que je renvoie publiquement, et il y a forcément moi aussi quand je suis en train de pleurer dans ma chambre parce que tout ça est très difficile et que c'est un combat douloureux. Mais il y a des moments où je me dis mais en fait que tu vas jamais être capable de continuer. Et tu vas la perdre, cette envie, et puis en fait, non, tu l'as déjà perdue, et puis voilà. Mais en fait, c'est juste des passages, je sais très bien au fond de moi que c'est à vie. Et qu'est-ce qui te tient alors ? Justement, la rage, la haine, la colère. Et le fait d'être obligée de la faire sortir, cette colère, de l'extérioriser, de la transformer en autre chose, de pas la garder à l'intérieur de moi, parce que sinon, ça me ronge de l'intérieur, en fait, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça représente Femen pour toi aujourd'hui ? Premièrement, peut-être une famille. Non, mais j'ai rencontré des femmes qui m'ont changée. Et j'ai des liens avec elles qui sont des liens que j'ai avec personne d'autre. C'est même pas des liens amicaux, c'est... Voilà, on a vécu, on allait au combat ensemble. Enfin, c'est des sœurs de lutte en fait, donc c'est des liens indéfectibles que je garderai à vie. Et à vie, je sais qu'elles sont là et que peut-être qu'un jour on refera des trucs ensemble. On en refait déjà d'ailleurs. Enfin, donc voilà, c'est des camarades, des partenaires de vie, quoi, des partenaires de lutte. Et ça, c'est très fort. Mais en fait, j'ai du mal à dissocier. Je peux pas vraiment dissocier Femen de moi. Enfin, je sais pas comment dire. C'est la part la plus importante de ma vie. C'est la part la plus importante de moi. Enfin, je me sens Femen. Et actuellement, en fait, je réalise un podcast. Je suis en train de le monter là, en 8 épisodes sur mon expérience non Femen. Et en introduction de ce podcast, j'explique un peu pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire. Donc, pour relater une vérité historique, pour rendre compte de choses qui se sont passées à l'intérieur du mouvement, pour créer un document de réflexion idéologique aussi, et voilà. Mais si je le fais, c'est aussi parce que personnellement, j'ai besoin d'en faire le deuil de ces années-là, parce que je peux pas penser à Femen sans ressentir une nostalgie très très grande. J'ai l'impression que plus jamais dans ma vie, je revivrai quelque chose d'aussi intense, d'aussi fort, d'aussi plein de sens. En fait, avant Femen, j'avais l'impression que je savais pas trop où être dans le monde. Et Femen, ça m'a permis de trouver ma place dans le monde. Et pendant 3 ans, j'ai été exactement là où je devais être dans le monde. Et c'est une sensation très confortable de savoir exactement ce qu'on fait dans le monde. Ça amène un confort intérieur qui est très grand. Et c'est vrai qu'en partant de Femen, je l'ai perdu, ce confort intérieur. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je fasse un travail de deuil parce que je suis encore très, très nostalgique de ces années merveilleuses, intenses, où c'était pas toujours des moments joyeux non plus, parce qu'il y a eu des choses difficiles aussi, mais elles avaient du sens. Donc voilà.
Merci d'avoir suivi ce 17e épisode de Social Calling. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur Marguerite Stern, je vous invite à écouter son podcast « Les héroïnes de la rue », disponible sur la plateforme de podcast Ocha. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours avec Abdelali El-Badawi qui se bat contre la discrimination médicale dans les quartiers populaires où les habitants vivent en moins bonne santé et moins longtemps, comme le révélait Mediapart il y a quelques jours. N'oubliez pas de m'écrire à l'adresse callingsocial@gmail.com si vous entendez une histoire de social calling au détour, qui sait, d'une rue. Je compte sur vous pour continuer à partager et à parler de ce podcast sur les réseaux sociaux, parce que mine de rien, tous ensemble, on est en train de documenter le patrimoine historique de l'engagement. Merci chers auditorices et à dans 15 jours.